Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. L'ancien président kényan et facilitateur de l'EAC, Uhuru Kenyatta, a présidé ce mercredi une réunion consacrée à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC à Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Plusieurs parties prenantes, dont la MONUSCO, les représentants des USA, de la France et de la Belgique, ont pris part à ce forum. Le processus de Nairobi était le seul point inscrit à l'ordre du jour. Agression rwandaise en RDC, la matière a figuré à l'ordre du jour du sommet de la Troïka des chefs d'État et des gouvernements de la SADC. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a aussi participé à ces échanges par visioconférence. La SADC exige pour une énième fois le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Annie Akole. Cette réunion avait deux sujets à l'ordre du jour. Il fallait d'abord faire le point sur les modalités de déploiement des troupes de la SADC dans l'est de la République démocratique du Congo, consécutivement aux échanges qui ont déjà eu lieu lors des précédentes réunions de la Troïka. Cette future intervention de la force de la SADC est conforme au devoir d'assistance de cette organisation sous-régionale entre faveur de ses membres qui subissent des problèmes sécuritaires, indique la présidence de la République. Et à ces sujets, Félix Tshisekedi a de nouveau tiré la sonnette d'alarme sur le fait que l'urgence est de mise et le retour de l'ordre de la sécurité s'est fait de plus en plus pressant au vu de la situation humanitaire qui prévaut dans le Nord Kivu. Selon le président de la République, ces contextes d'instabilité imposent des contraintes et déplacés qui ne peuvent pas pour le moment regagner leur domicile et risquent de ne pouvoir pas exercer le droit qui leur est garanti par la Constitution de participer aux élections générales à venir. Le chef de l'État, qui est également président en exercice de la SADC, a par ailleurs plaidé pour la mise en œuvre effective et urgente de la feuille de route conjointe et processus de Nairobi et de Luanda, ainsi que du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation avec l'accompagnement des Nations Unies. Les troupes de la SADC devraient arriver en RDC pour appuyer les forces armées nationales dans la question de l'agression rwandaise. Jusque-là, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda maintiennent toutes leurs positions confuses. La société civile rapporte même que ces terroristes continuent à renforcer leur position. Lutte contre le phénomène kidnapping à Kinshasa, le Premier ministre a souligné que les services de sécurité poursuivent les enquêtes pour sécuriser la population contre ce fléau. Une vague d'arrestations de ces inciviques sera observée à travers la ville. L'information ressort du compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres. Igor Sombo. Lors de son intervention à la 103e réunion du Conseil des ministres tenue le week-end dernier, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde est revenu sur les mesures prises par le gouvernement pour combattre la délinquance juvénile et l'insécurité dans les grandes agglomérations, rapporte Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre est encore revenu sur la nécessité pour le gouvernement de travailler notamment avec les provinces pour lutter contre le banditisme urbain. Et à Kinshasa, nous avons assisté ces derniers jours à des coups de filet. D'abord, ces milliers des Koulouna qui ont été arrêtés ou présentés au stade de martyrs. Mais ensuite, vous avez vu qu'on a arrêté ce qu'on a présenté comme les responsables de cas de kidnapping à Kinshasa. Il y a eu un procès, il y a eu des condamnations. Le chef du gouvernement a rassuré la population quant à la volonté du gouvernement d'éradiquer ce fléau. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Puter Kazadi, a été chargé de tout mettre en œuvre afin de poursuivre les actions engagées. Lorsque j'ai été nommé, une mission m'a été conférée, celle de lutter contre l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État. C'est comme ça que toutes mes actions sont focalisées sur cet objectif. Il s'y est de signaler que la population de Kinshasa assiste actuellement à une recrudescence des cas de kidnapping et vol à bord de taxis. À ce sujet, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe avait récemment condamné à la peine de mort une vingtaine de personnes impliquées dans cette affaire. La question reste à savoir pourquoi Kinshasa est présentée comme une ville où la sécurité n'est pas garantie. L'avenir nous en dira plus.
Parlons de la dernière sortie médiatique du président de la République. Le désarroi de Félix Tshisekedi sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire continue à susciter des réactions dans l'opinion. Maître Shadrack Ngoy pense que la nomination des juges doit se faire sur des critères de probité. Il est au micro de Elvis Meti et Florent Okita. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé son désarroi sur le fonctionnement de la justice congolaise durant son mandat. Et il est allé plus loin pour dire qu'il a beaucoup compté sur le pouvoir judiciaire de notre pays, car dans la Bible, il est écrit que la justice élève une nation. Mais malheureusement, dans notre pays, ce n'est pas le cas. Il a tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre son intention, sa vision, celle de dire aux magistrats, c'est santé qui connaissent leur métier et ils doivent l'exercer consciencieusement, tel qu'appris aux universités. Mais, moi étant que juriste, je devais normalement apporter une pierre à l'édifice, quand même. Ici, j'aimerais évoquer les différentes causes des dysfonctionnements de notre justice. La première cause des dysfonctionnements de notre justice est le modèle de la constitution de notre parquet. La deuxième, c'est au niveau de nos cours et tribunaux. Au niveau du parquet, il faut adopter les systèmes inquisitoires français. Ici, je fais allusion aux dualistes, qui possèdent d'une part les juges d'instruction qui a pour rôle de chercher les actes qualifiés infractionnels. Et ils doivent aussi chercher la capacité de ces hauts magistrats de changer ou de booster l'appareil judiciaire congolais. C'était là la réaction de Maître Shadrack Ngoy, joint au téléphone par Elvis Meti. Vous le savez, le procureur général près la Cour de cassation a interdit l'exécution du mandat d'amener pendant les week-ends ou les jours fériés. Que pensent les Kinois de cette procédure judiciaire? Suivez quelques réactions recueillies par Déborah Petit et Enoch Mafouka. Ceux qui baillent un mandat d'amener. Et puis il faut la signature, il y a OPJ, bon, ça dépend d'abord de l'infraction et ça là. Ceux qui ont infraction en flagrance, ceux qui le domicile est connu, on vient d'abord avec une convocation. La convocation doit être remise à 3 fois. Ceux qui ont 3 fois, on répondre à appel T, donc on doit faire un mandat d'amener. Normalement, ceux qui bakangi, ils ont un problème. Il faut les gagner 3 étapes. La étape on a eu le cas, liboso bakuchinji la yo convocation ya liboso. Tango bakozwa que yo répondre te, batinde le convocation ya mibale. On répondre te na 3e convocation, ba pesi la agent ou bien ba policier ou bien ba soldat. Bakoya kuchinja siko mandat d'amener ba isiko par force bakangiyo. Ok, vous certifiez na oyo nyonso batindila ki omona ki convocation ya liboso oyaki te pona nini convocation ya mibale oyaki te pona nini tango ande shika bakokati le likambo sambi c'est le likambo yokwela ki. Et qui peut émettre un mandat d'amener et comment le faire parvenir à un inculpé? Déborah Petit et Enoch Mafouka ont rencontré quelques juristes. Le mandat d'amener, c'est un acte de procédure que pose le ministère public et pour mettre préventivement en arrestation un inculpé. C'est parmi les actes de procédure. Nous avons le mandat de comparution qu'il peut appeler la personne de venir auprès de son office pour lui auditionner. Alors, nous avons également le mandat d'amener, le mandat de perquisition et consorts. Donc, c'est un acte de procédure quand le ministère public, qui est le magistrat du parquet, estime que X ou Y a commis des faits, il peut préalablement l'inviter par un mandat de comparution. S'il ne vient pas, il lui décerne un 2e mandat de comparution. S'il ne vient pas toujours, il peut lui décerner un mandat d'amener pour qu'on lui amène mandat militaire la personne qui ne veut pas obéir à son appel. C'est un magistrat qui peut mettre en circulation un mandat d'amener dans des termes ou dans des conditions prévues par la loi. Le mandat d'amener doit comporter certains détails. Premier détail, le numéro du dossier.
Et le deuxième détail, c'est le nom de la personne. Ce sont là, en termes simples, un mandat d'amener. Vous les constatez certainement dans la société, l'organisation excessive de la cérémonie de la prédot a apporté une réalité autre à cette première étape du mariage où les deux fiancés sont juste appelés à se connaître. Mais hélas, juste en cette phrase, tout est conclu, les fiancés sont d'office considérés comme les mariés. Qu'est-ce qui serait à la base de cette situation et comment y remédier? Tentative de réponse dans cette mini-enquête réalisée par Déborah Petit et Enoch Mafouka. C'est devenu monnaie courante actuellement auprès de jeunes, l'idée d'aller s'installer et c'est considéré comme marié juste après la première démarche du mariage qui est la prédot. Selon les sociologues PERAF, c'est l'irresponsabilité des parents qui est à la base de ces fléaux. Bon, la fille constate que dans la maison, les parents ne sont pas à mesure de le prendre complètement en charge. C'est ainsi que vous voyez les filles qui font l'exploitation de leur corps. Elles vont se donner à des gens qui trouvent que bon, cette personne-là peut m'aider, elle a des moyens et elle va. Ces pratiquants des principes de la science dans les domaines de la sociologie renchérit que les deux partenaires sont exposés à plusieurs répercussions dans les foyers, notamment s'agissant de la considération de l'un envers l'autre. Quand les filles, les jeunes garçons et la fille, se sont eux-mêmes jugés capables de vivre et cohabiter comme ça sans vouloir aller vers les parents pour respecter les droits des parents, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que quand tout est préparé, la fille sait maintenant comment elle va vivre chez l'autre. Et les garçons savent aussi comment les deux vont vivre ensemble. Mais quand on n'est pas préparé, on y va comme ça, c'est là où les choses arrivent, parce que au moment où ils vont commencer à habiter sans aucune cohabiter, au moment où ils vont commencer à cohabiter sans aucune préparation, à un moment donné, ils vont se découvrir. Et en se découvrant, il y aura toujours une réaction négative de l'un ou de l'autre. C'est à ce moment-là qu'il y a la séparation. Et les conséquences sont qu'il y a divorce. Mais s'ils ont eu déjà des enfants, ces enfants ont un avenir incertain. Donc, ce n'est pas bien d'aller cohabiter comme ça, sans aucune précaution préalable. Tel père, tel fils ou encore telle mère, telle fille, cette maxime semble être loin de la réalité selon ces sociologues qui révèlent par ailleurs que les jeunes de ces jours se sont créés une marque propre à eux. Que nos filles n'imitent pas. Parce que quand on va dans la rue, on voit la fille, on voit un garçon, on voit une fille qui se promène ensemble, bien habillée là-bas, qui se promène. On pense que c'est comme ça, c'est bien. Moi aussi, je vais faire ça. Pourquoi je ne fais pas ça? Non. Tout doit venir des parents tout d'abord. Avec maman, la fille peut s'ouvrir. Et la maman aussi, de son côté, si c'est une maman vraiment chrétienne, elle va très bien aussi répondre à sa fille. D'après certains experts en droit que nous avons interviewés, cette situation de s'installer dans un même toit avec son conjoint sans pour autant être doté n'énerve aucune disposition légale. C'est juste une question d'arrangement entre les deux familles et puis c'est tout. Qui dit mieux, l'avenir nous en dira plus. La ville de Kinshasa est de plus en plus exposée à la dépravation des mœurs occasionnée pour la plupart des cas par les jeunes. Qu'est-ce qui pousse la jeunesse à se comporter ainsi? La question a également fait l'objet d'une mini-enquête réalisée par Paulin, Alexandre Kamania et Torres Atibou. Autrefois considérée comme l'espoir de demain, la jeunesse est actuellement méprisée car elle est à la base de plusieurs maux qui rongent la société. À qui incombe cette dépravation des mœurs, Josaphat Tchafouila, acteur pédagogique, retrace quelques faits. La responsabilité doit être partagée. Elle est partagée entre l'État, les parents ou la famille et les jeunes eux-mêmes. L'État, parce que en quelque sorte, il a un peu failli à sa mission, la mission de pouvoir encadrer la jeunesse. La jeunesse n'est pas encadrée de la manière qu'il fallait. Elle se débrouille pour pouvoir se retrouver. C'est ce qui fait que certains de ces jeunes-là, qui n'ont pas été bien encadrés dans leur famille, se recherchent dans la société. Quand ils sentent que la société, elle aussi, les abandonne, ils se retrouvent sur la rue,
qui ramassent n'importe quoi. Et c'est ce qui est à la base de la déprévation des mœurs actuellement. La conjoncture actuelle est également parmi les causes de ces dérapages, soutient Josaphat Tchafouila. Certains parents ont failli à leur mission. Et pourquoi je dis ça? Vous remarquerez qu'actuellement, les parents passent beaucoup de temps à rechercher la nourriture, à rechercher des biens matériels, à rechercher le confort qu'il faut, sans penser à l'éducation de leurs enfants. Non, toutes ces difficultés-là font que la jeunesse ne puisse pas réellement prendre ses responsabilités. C'est ainsi que certains jeunes se retrouvent aujourd'hui, soit dans les milieux des Koulouna, soit chez les kidnappeurs, parce que là, on pense qu'on peut facilement trouver de l'argent. Comment remédier à cette situation très préoccupante? Les parents doivent reprendre les choses en main. L'école, elle aussi, qui pouvait à un moment donné pallier à cette difficulté-là, semble relâcher. Les histoires ne se passent pas dans les écoles de la manière qu'elles se passaient autrefois. Actuellement, vous remarquerez que l'accent est mis sur l'instruction et l'aspect éducation est un peu négligé parce qu'on a besoin de l'effectif au sein de l'école, parce qu'on a besoin de l'argent, surtout dans des écoles privées. Une bonne leçon à tirer, un bon attendeur s'aligne. En sport, les amoureux du football vont se frotter les mains. La RDC reprend la tête du groupe et compte désormais 9 points au renversement de la situation, faisant suite à la sanction infligée à la Mauritanie. Tel est le verdict rendu par la CAF à la suite du recours déposé par la FECOFA contre la Fédération mauritanienne de football. Suivez Lionel Ngolo. Les Mourabitoun sanctionnés, le Léopard se hisse à la tête du groupe I. C'est le sort du verdict de la CAF, rendu hier mardi 11 juillet suite à la plainte de la FECOFA sur l'alignement de 3 joueurs mauritaniens. Je cite, Nias Babakar, Al-Adjiba et Karim Diaw, jugés non éligibles lors de leur double confrontation RDC-Mauritanie. La Confédération africaine de football a examiné les recours déposés par la FECOFA sur ces problèmes d'éligibilité et c'est Karim Diaw qui tombe victime de cette plainte est jugé non éligible sur les 3 accusés. Une décision qui fait perdre la Mauritanie sa double confrontation contre la RDC sur tapis vert et contraint de payer une amende de 10 000 $. Une sentence défavorable pour les Mourabitoun, plutôt favorable pour les Léopards de la RDC qui vont dorénavant occuper la première place du groupe avec 9 points dans son escarcelle. Le Congolais joueront le Soudan le 4 septembre prochain à domicile dans un match comptant pour la 6e et dernière journée de ces éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Sébastien Desabre et ses poulains auront juste besoin d'un match nul pour composter leur ticket de la phase finale à la grande messe africaine du janvier 2024 au pays de Félix Houphouët-Boigny. Sachez également que les ministres des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou, accompagné du Premier ministre, ont effectué une nouvelle visite d'inspection dans les différents sites où se dérouleront les 9e Jeux de la francophonie. Joseph Majondo. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou, a accompagné dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 juillet le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé dans la visite d'inspection des chantiers des sites où se dérouleront les 9e Jeux de la francophonie. Jusqu'à 2 h du matin, le chef du gouvernement et le patron des sports ont fait la ronde des infrastructures sportives construites pour abriter cette messe francophone afin de s'assurer sur les derniers détails. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement congolais met les bouchées doubles en vue d'être prêt d'ici avant le 28 juillet, jour prévu pour la cérémonie d'ouverture. En dehors du chef de l'État et du chef de l'exécutif national, les membres du gouvernement qui interviennent dans l'organisation de ces Jeux demeurent mobilisés à cette fin. C'est par cette note que nous bouclons complètement cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme. Vous ne serez jamais déçus avec la FM Télévision.